présenter. Et la deuxième partie porte sur cette idée que je propose du point de vue africain, qui n'est pas une idée nouvelle, évidemment, mais que j'essaye de repenser à ma manière, et je vais essayer de partager ça avec vous de la façon la plus claire possible. So in English, very quickly, there's going to be two big parts to my presentation. A first part that is going to be presenting my thoughts and my theoretical anchoring in decolonizing thinking and post-colonial studies in general, and post-colonial sociology more in particular. And the second part will deal with what I try to develop, this position I try to develop, which is the African point of view. And I'll try to explain what I mean by that in more details later on. Donc, pour commencer, alors, attendez, je n'arrive pas à passer. Ah, voilà. Pour commencer, d'abord, avant de vous parler de ça, je voudrais, de ma première slide, je voudrais dire quelques mots sur... alors, je vais revenir pour ne pas... je voudrais dire quelques mots avant de commencer sur mon positionnement. Conan l'a mentionné tout à l'heure. Je fais partie d'une minorité de chercheurs en études organisationnelles qui a un positionnement critique. Cette minorité grandit, heureusement, au fil du temps, et il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, de thèses qui sont écrites de ce point de vue et de journaux qui aussi sont de plus en plus ouverts à des approches vraiment critiques. Mais il n'en demeure pas moins que ça reste une approche très spécifique qui est de remise en question complète des fondements sur lesquels se base ce que l'on sait en gestion et plus spécifiquement dans mon cas en études organisationnelles, mais on va dire en gestion parce que ça englobe la finance, la comptabilité, toutes les autres disciplines que l'on apprend dans les business schools. Donc, moi, mon travail, c'est de renouveler, de proposer un renouvellement de la critique de la production du savoir dans les business schools et d'essayer d'en sortir par une forme de ce qu'on appelle décolonisation. Mais vous allez voir que ma conception de cette forme de décolonisation n'est pas la conception traditionnelle qu'on a l'habitude de voir, qui porte souvent sur le curriculum, ce qu'on appelle le canon, ou les choses qu'on doit lire, ou les choses qu'on doit connaître. Donc, ceci étant dit, donc, on va commencer, et le point de départ que je voudrais poser, c'est que malgré la fin des empires, on va dire, coloniaux, et là, je vais me situer, je vais parler en tant que personne qui travaille sur ces questions à partir d'un point de vue du Sud global. Moi, je suis tunisienne. J'ai grandi en Tunisie, je suis allée à l'université en Tunisie. J'ai fait ce qu'on appelle le undergraduate degree en anglais, c'est-à-dire ma maîtrise. À l'époque, ça s'appelait maîtrise en Tunisie. Et je suis allée au Canada ensuite pour faire mon master et mon doctorat. Mais je suis très ancrée, en fait, dans le continent africain parce que, en tout cas, au niveau de mes lectures, de mes recherches et de mes intérêts, et c'est de ce point de vue-là que je vais essayer de parler aujourd'hui. Donc, même malgré la fin de la colonisation effective, officielle en Afrique, dans beaucoup de pays africains, et malgré tous les processus de décolonisation qui ont été mis en place, on est aujourd'hui dans un système qui prolonge l'hégémonie passée en s'actualisant, c'est-à-dire que ce sont des nouvelles formes de prolongation de cette hégémonie coloniale. Malgré l'essor et l'émergence de nouveaux acteurs étatiques comme les BRICS
eh bien, nous évoluons dans un cadre où il y a un nouveau partage du pouvoir avec de nouvelles influences qui se mettent en place. Mais par contre, les savoirs sont toujours, en tout cas, encore une fois, je me positionne à partir de la business school, pour que ce soit bien clair. Il n'y a pas de rupture épistémologique avec l'ancien monde, c'est-à-dire la business school est un vecteur absolu de la perpétuation des savoirs coloniaux et hégémoniques, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde d'ailleurs. Donc ça, c'est le point de départ. Et je vais tenter de vous démontrer ça parce que ça, il suffit pas pour beaucoup d'entre nous, on l'a ressenti quand on a fait nos études. Certains ne le ressentent pas forcément, mais pour beaucoup d'entre nous, c'est quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, du vécu. Mais on a souvent du mal, quand on est pris dans ce système-là, à se sortir du système pour pouvoir en voir les articulations de façon claire. Et je vais essayer de vous montrer par ces quelques éléments de contexte ce que je veux dire par là. Alors, j'ai intitulé ces slides Africa Inc. parce que, et là, vous allez voir, il y a beaucoup de citations en anglais, j'ai trouvé cette perle, entre de gros guillemets, publiée en 2016 dans la revue, on va dire, je pense qu'on peut s'accorder à dire qu'elle est considérée comme la revue la plus prestigieuse du monde en gestion, l'Academy of Management Journal, qui sert de modèle d'ailleurs à beaucoup d'autres revues. Et dans cette revue, en 2016, on a un article qui parle de l'Afrique. En fait, ce n'est pas un article, c'est un éditorial qui ouvre un numéro spécial et qui essaie de faire une introduction sur la recherche en Afrique. Et je vous laisse lire ces perles. Enfin, moi, j'appelle ça des perles parce que c'est absolument... je vais utiliser des mots assez forts, mais moi, j'ai été scandalisée par les mots que je lisais dans cet article. Et voilà, notamment, donc, la considération de l'Afrique, déjà l'Afrique dans son entièreté, sans évidemment, à part évidemment quelques nuances sur l'Afrique du Sud, qui est le seul pays mentionné souvent dans beaucoup de recherches sur l'Afrique. Cet éditorial commence par Africa is beginning to capture the imagination of entrepreneurs, corporate executives and scholars as an emerging market of new growth opportunities. Et là, on se positionne vraiment dans un certain type d'écriture académique et de vision académique mainstream qui voit en fait l'Afrique, ce continent, comme un pur lieu d'opportunités commerciales. Il continue en disant que les grands défis de la gestion en Afrique, c'est la persistance de vides institutionnels, institutional voids, c'est-à-dire l'absence d'institutions soutenant des marchés, des intermédiaires spécialisés, l'absence de mécanismes qui mettent en place de mécanismes contractuels ou même l'absence de réseaux effectifs et efficients de transport et de communication. Alors là, on se demande où ces personnes se situent et si elles ont un jour mis les pieds dans un pays africain. Mais bon, on va passer à la suite de ces citations de cet article. Donc, c'est écrit noir sur blanc d'ailleurs dans cet éditorial, ils invitent les management scholars, donc les chercheurs en management, à adopter l'Afrique comme un contexte de recherche. Alors, c'est clair et net, l'Afrique, c'est un contexte de recherche, c'est pas autre chose. Et là, il continue en disant les firmes africaines sont non seulement contraintes par des facteurs financiers, mais aussi par le capital humain qui manque d'éducation et
compétences techniques. Alors là, c'est encore quelque chose qui m'a fait bondir personnellement. J'étais vraiment choquée de lire ça et ça m'a rappelé tout à fait le discours qu'avait tenu Nicolas Sarkozy à Dakar. Nicolas Sarkozy, qui était à l'époque président de la République française, en 2007 à Dakar. Il avait dit, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, jamais il ne s'élance vers l'avenir. Dans cet univers où la nature commande tout, l'homme reste immobile au milieu d'un ordre immuable où tout est écrit d'avance, il n'y a ni de place pour l'aventure, il n'y a de place ni pour l'aventure humaine, ni pour l'idée de progrès. Alors, encore une fois, on se demande si ces personnes ont la moindre idée de ce que les pays africains sont ou ont construit ou sont devenus, ou enfin, ou ont toujours été d'ailleurs. Donc, il y a des échos, comme vous le voyez, entre le discours politique dominant et son articulation et sa manifestation dans le discours épistémique dominant qu'on voit à travers cet éditorial de Academy of Management Journal. Et enfin, un autre point que je voulais faire, la dernière citation que je vais vous montrer, c'est une citation qui mentionne ce qu'ils appellent labor unrest, c'est-à-dire une espèce de tension au niveau des relations de travail dans le secteur minier en Afrique du Sud. Quand on sait juste pour vous montrer, dans le numéro spécial que j'ai coédité de la revue Organization sur le racisme anti-noir, anti-blackness, dans les études organisationnelles, on a cet article de Sandiso Bazana qui est basé en Afrique, qui a fait sa thèse en France, mais qui est basé en Afrique du Sud, qui est sud-africain lui-même, sur le Marikana Massacre, donc le massacre qui a eu lieu dans cette mine en Afrique du Sud et dans lequel, cet épisode, en fait, on a vu à quel point c'est le management, en fait, la gestion de cette mine n'a pas hésité à faire appel à la police militarisée et on parle d'une situation post-apartheid pour tuer, tout simplement tuer les manifestants. Donc, il y a un écho, encore une fois, entre ça et la façon dont, dans Academy of Management Journal, on ne fait absolument pas mention de ce massacre et on dit que cette tension dans le secteur minier is a major threat to profitability, est une menace majeure pour la profitabilité. Et on met ça sur, on met la responsabilité de ces tensions sur la rivalité ethnique entre certains groupes. Et ça, on le voit, c'est l'un des tropes, l'un des arguments les plus classiques utilisés par le pouvoir colonial à l'époque et puis par l'apartheid ensuite, qui prétendait que tous les problèmes ne venaient pas de la domination blanche et de la suprématie blanche en Afrique du Sud, mais venaient de la rivalité entre des groupes ethniques noirs, enfin des groupes ethniques au sein de la population noire. Donc on voit bien que bien qu'on soit dans une période où officiellement l'apartheid n'existe plus en Afrique du Sud, où on a l'impression d'être passé à autre chose, eh bien, en 2016, dans Academy of Management, on n'est pas passé à autre chose, on est toujours en train de réactualiser les mêmes visions et les mêmes perspectives. Donc ça, c'est quelques éléments de contexte pour vous montrer à quel point nous sommes tous, en fait, entourés de ces discours, imbibés de ces discours dans lesquels, en fait, desquels on a énormément de mal à sortir parce qu'ils sont partout et dans les business schools et dans le système dominant dans lequel nous nous situons et dans lequel nous devons fonctionner, travailler, eh bien, ces discours sont absolument dominants partout. Donc là, je vais commencer par vous parler de ce que sont ces épistémologies impériales
et de leurs critiques, et de comment, en fait, on va pouvoir essayer de les questionner et de les mettre, en tout cas, de prendre du recul par rapport à la manière dont le savoir que nous avons acquis s'articule aujourd'hui. Donc, je vais m'inspirer beaucoup de la pensée postcoloniale. Je dis bien postcolonial et pas décolonial, c'est un autre sujet, ça, même si je parle de décolonisation. Je ne vais pas ouvrir cette question maintenant, on pourra en parler pendant la discussion si vous voulez, mais, pardon, de la différence entre les deux. Mais je vais m'inspirer de la pensée postcoloniale pour comprendre que l'Empire, car c'est grâce à ces pensées postcoloniales qui ont commencé par des pensées anticoloniales, notamment par, alors en Afrique évidemment, on a des exemples très forts comme Frantz Fanon, comme Kwame Nkrumah, comme Amilcar Cabral, comme Stephen Biko, toutes ces pensées anticoloniales qui ont mené aussi à questionner la question, oui, questionner la réalité de l'Empire post-décolonisation. Et on voit bien que cette question de la post-décolonisation dans les pays africains est une question qui est très brûlante jusqu'à aujourd'hui et qui pourrait d'ailleurs faire l'objet de plusieurs séminaires. Ce n'est pas la question que je vais aborder aujourd'hui, mais ce que j'aimerais qu'on retienne ici, pour commencer, c'est que l'Empire est partout. C'est un moyen de former de façon silencieuse notre façon de voir et de connaître le monde. Et nous tous qui sommes là, nous sommes passés par des systèmes éducatifs qui nous ont formés, qui nous ont fait voir le monde et fait connaître le monde d'une certaine façon. Et les business schools sont elles-mêmes des lieux dans lesquels le monde, et le monde en tout cas, ou les théories du management, ou ou les systèmes de gestion, ou les disciplines d'ailleurs, sont présentés d'une certaine manière qui nous fait connaître le monde d'une certaine manière. Donc, il y a plusieurs projets dans la théorie postcoloniale. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je vais dire quelques mots rapidement parce que je voudrais avancer le plus possible. C'est en fait... le but, c'est de prendre une position radicale contre les ismes, donc le colonialisme, le néocolonialisme, l'impérialisme, l'orientalisme, l'universalisme, le néolibéralisme. C'est de prendre cette position radicale, de critiquer ces ismes et de les comprendre à l'aune d'une pensée qui est une pensée de l'opposition. Mais je vais revenir là-dessus. Donc, en fait, la théorie postcoloniale a permis de remettre en question toute cette question de la domination épistémique à laquelle moi je m'intéresse. Donc, pour la gestion, pour le management, il y a eu des questions de fond qui se sont posées et qui sont en fait d'abord le management en Afrique vu comme un instrument au service d'une modernisation et d'une industrialisation qui sont en fait occidentales ou qui sont ancrées dans une vision très occidentale de qu'est-ce que c'est que la modernisation et qu'est-ce que c'est que l'industrialisation et qui ont été imposées de manière unilatérale à toutes les écoles de gestion en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Alors, le rapport de force sous-jacent, c'est une supériorité occidentale qui, en fait, parce que l'Occident crée le savoir, et nous, en Afrique, on absorbe ce savoir et on le localise. C'est-à-dire que, comme le disait l'éditorial de l'Academy of Management, on va aller utiliser l'Afrique comme un contexte de recherche qui va contextualiser les théories importantes qui ont été développées par les Occidentaux dans les universités occidentales et dans les journaux, dans les revues occidentales. Et le reste du monde a donc besoin
de l'Occident pour s'élever ou pour avancer, ou pour, on utilisait pendant très longtemps ce mot qui était se développer. Donc, en fait, il y a évidemment des a priori dans le discours dominant, il y a évidemment des hypothèses sous-jacentes, il y a évidemment des connaissances managériales qui sont ni neutres ni universelles, et puis il y a des essentialisations, des recours à des stéréotypes, etc., etc. Bon. Alors, pour nous, pour ce qui nous intéresse, nous, enfin, en tout cas moi, dans mon approche et dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de m'inspirer de ces théories pour me défamiliariser de la manière dont on m'a appris les phénomènes organisationnels et de la manière dont on m'a appris à les problématiser. Donc, il y a c'est ce que disait Conan tout à l'heure, il faut désapprendre, en fait, ce que l'on a appris. Parce que, en fait, la relation coloniale, elle est persistante encore aujourd'hui, comme je l'ai montré, et elle est dominante, et elle n'est malheureusement pas suffisamment regardée ou appréhendée ou critiquée dans nos contextes de travail. Donc, ça, il y a ce qu'on appelle les épistémologies du Sud, les pensées du Sud, qui sont très inspirées de ces questions postcoloniales et décoloniales, et qui portent sur une critique générale du capitalisme, de l'impérialisme, de la notion de progrès, qui mettent en question, qui mettent en rapport les questions de race, de classe, de genre, en tout cas toutes les articulations possibles de l'oppression, et qui remettent en question tous ces concepts de souveraineté. Donc, ça, c'est dans ce cadre-là, c'est pour ça que je vous présente ça, c'est dans ce cadre-là très, très large, bien sûr, que moi, ma critique s'insère. Je suis très influencée par de nombreux, pardon, philosophes, penseurs africains qui, malheureusement, ne sont pas suffisamment cités. Mais on a un certain nombre d'entre eux, je ne vais pas entrer dans les détails, vous les connaissez probablement, vous en avez, j'espère en tout cas, entendu parler, il faut les lire absolument, et je vous invite à le faire dès que vous avez l'occasion, parce que même si ce sont des penseurs qui ne sont pas des penseurs de la gestion, ce sont des penseurs dont on peut en tout cas tirer énormément de leçons et d'inspiration pour notre domaine à nous. Notamment, moi j'aime beaucoup Valentin Yves Moudimbe, qui est décédé d'ailleurs cette année, il y a pas très longtemps, et qui a cette citation que je trouve très belle, où il dit ça c'est un entretien, mais son livre le plus connu, c'est The Invention of Africa, l'invention de l'Afrique, et il dit Europeans have invented Africa, but today Africans are inventing their own Africa. Et ça, c'est vraiment pour moi une phrase qui m'a beaucoup inspirée et qui a été le moteur de ce que j'ai essayé de faire et ce que j'essaye de faire dans cette présentation. J'espère en tout cas que vous allez le voir au fur et à mesure de l'avancée de la présentation. L'autre personne qui est très importante dans le domaine de la gestion, c'est Stellan Como, qui est basée elle aussi en Afrique du Sud, qui est américaine par contre, et qui a écrit quand même, qui est la première à avoir écrit dans des revues mainstream des articles qui parlent d'Afrique, de race, de dynamique raciale, etc. Et qui, en tout cas dans cet article de 2011, dans lequel elle parle de leadership et de la question du leadership en Afrique, soulève de nombreux points très intéressants. Donc, je vous invite à lire cet article si vous ne l'avez pas déjà lu. Mais en gros, voilà où on en est aujourd'hui. On en est dans une situation où, alors là, ça c'est le point de vue dominant, hein, on va dire, de beaucoup de personnes dans les écoles de gestion et dans les business schools ailleurs dans le monde. L'Afrique, c'est la terra nullius, donc il n'y a rien, il y a un continent, voilà, qui a un vide
institutionnel, bien sûr, comme le disaient les autres, là, dans l'Academy of Management Journal, mais qui a un vide épistémique. Alors, il y a une Afrique alors Mudimbe lui-même l'explique très bien dans son livre. Il y a la création de l'Afrique dans le discours occidental et la création de l'Afrique comme cette zone de non-savoir, en fait, comme cette zone purement ethnographique. L'Afrique est un lieu ethnographique dans lequel on peut s'intéresser aux différentes cultures, aux différents dialectes, avoir cette espèce d'ouverture prétendue sur la multiplicité africaine, mais en même temps, ne pas reconnaître aux pays africains, aux penseurs africains, leur apport à la connaissance mondiale. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des penseurs ethniques. Ce ne sont pas des penseurs universels. Donc, il y a invisibilisation totale de la pensée africaine, de la philosophie africaine. Bien sûr, je ne parle pas de département d'études africaines ou de département d'Africana Studies aux États-Unis, où là, on se spécialise sur la pensée africaine et de la diaspora, mais je parle des business schools ici. Dans les business schools, comme le dit notre collègue Joel Cruz, qui a écrit aussi dans le numéro spécial que j'ai coédité en 2025, c'est un espace, l'Afrique est vue comme un espace de no organization, c'est un vide, il n'y a pas, c'est un vide organisationnel. La seule façon, le seul système véritablement organisé était le système colonial qui perdure encore aujourd'hui. Alors le drame pour moi, c'est de voir que des Africains eux-mêmes peuvent perpétuer ce discours, et parfois sans même s'en rendre compte. Et donc, bon, cette situation-là, elle est absolument insupportable et intenable sur le long terme et il va falloir la dépasser. Donc, aujourd'hui, l'Afrique, ce n'est pas un objet d'étude, ce n'est pas un contexte d'étude, c'est un ensemble de pays, de relations qui ont contribué historiquement à produire de la connaissance, et pas seulement dans les limites géographiques ou dans la diaspora, mais en tant qu'autre absolu de l'Occident. L'Afrique a toujours été considérée comme cet autre absolu, ce miroir, en fait, dans lequel les Occidentaux peuvent exister par rapport à cet inférieur absolu qui est l'homme africain. Comme le disait d'ailleurs Sarkozy, enfin, il ne le disait pas en ces termes, mais en tout cas, il y faisait référence dans son discours. Donc l'Occident a inventé l'Afrique, mais l'Afrique a produit l'Occident, parce que l'Afrique a contribué de façon très active à la production du savoir occidental et à la production industrielle occidentale et du développement occidental, et évidemment par la spoliation de tout un tas de ressources, par les appropriations variées, par la violence coloniale subie, etc. Donc, aujourd'hui, et depuis les années 80, on remet en cause cette idée que l'Afrique est un lieu de culture et en fait, la pensée de James Clifford, qui est un anthropologue américain très intéressant, très critique d'ailleurs, permet de vraiment saisir ça. Et lui, Clifford disait, le concept de culture a été inventé par des anthropologues européens qui ont posé comme donnée l'existence d'unités locales intégrées. C'est comme si on avait une vision organique de la culture et qu'on avait appliqué cette vision organique, cette vision bien homogène de ce que c'est qu'une culture et cette définition de ce que c'est qu'une culture à des situations très particulières et très diverses en Afrique. Donc, tout comme Clifford, je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de remettre en question les totalités comme la culture, l'identité, l'Afrique, la nation, et de réfléchir en termes de relations. Ça, je vais revenir là-dessus dans la deuxième partie de ma présentation, parce que c'est un élément très important sur lequel j'aimerais insister, et de voir ces identités culturelles et ces lieux de culture comme toujours en perpétuelle négociation. Ça, juste en passant, c'est un livre très, très, très intéressant qui s'appelle The Intimacies of Four Continents, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, et qui montre l'enchevêtrement de tous les continents, en fait, et de la place
que l'Afrique et l'Asie ont eu pour la construction de l'hégémonie en fait occidentale et coloniale. Donc, il y a deux éléments. Il y a quelqu'un qui a son micro, je pense, si je peux vous demander de couper le micro. Oui, s'il vous plaît, pouvez-vous... Je continue. C'est bon, oui, tu peux continuer, oui. Merci. Dans le domaine de la gestion, pour vous, là, on est encore, là, j'ai bien conscience qu'on est encore dans un espace très large, hein. Je vais zoomer un peu plus après, mais dans la pensée du Sud ou des pays du Sud en gestion, enfin, en tout cas, les deux éléments qui sont absolument fondamentaux, et qui doivent être réfléchis absolument, c'est la question de la positionnalité et la question de la relationnalité. C'est-à-dire, quelle est ma position en tant que chercheur basé dans une université du Sud global, par rapport à quelqu'un qui est dans la diaspora ou qui est basé ou n'est pas qui n'a pas de lien avec l'Afrique et qui vient utiliser l'Afrique comme un contexte tout simplement de validation de données. Quelle est ma positionnalité à moi en tant que chercheur africain et quelle est ma relation, quel est le mode dans lequel je suis, et d'avoir bien conscience que nous sommes, que nous le voulions ou pas, nous sommes dans une relation de subalternité et d'invisibilisation et de dévalorisation épistémique dès le départ. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réaliser, et je pense que tous ici, je ne pense pas prendre de risque en disant que la plupart d'entre nous le savons très très bien. Et on le sait d'ailleurs d'autant plus quand on commence à publier dans des revues internationales, quand on commence à faire partie de réseaux internationaux, on ressent cette relationnalité de façon très claire. Alors, pardon. Il y a heureusement beaucoup de travaux qui ont été publiés récemment qui viennent remettre ces choses-là en question. Donc, je vous donne quelques exemples ici. Qui sont des chercheurs qui sont basés au Pakistan, en Inde, qui viennent aussi repenser toutes les disciplines de la gestion et tous les concepts de façon soit intersectionnelle, soit qui essayent de remettre en question en tout cas d'essayer de mettre en évidence les hypothèses sous-jacentes que nous avons tous intégrées sans même le réaliser quand on a été dans des business schools ou quand on a fait des études de gestion. Donc, la question ici, c'est d'interroger le sujet historique du savoir. Donc, le sujet historique du savoir, c'est le sujet occidental. C'est le sujet, c'est Homo economicus, c'est l'homme occidental, l'homme blanc occidental. Souvent, c'est d'ailleurs très genré et très racialisé. Et c'est ce que Spivak appelle le soleil historique de la théorie, le sujet de l'Europe. Donc nous, notre question en tant que chercheurs africains, c'est de se dire, est-ce qu'il est possible d'avoir un sens de soi à soi, de soi en relation avec soi, qui n'est pas nécessairement lié à un autre tutélaire? Est-ce qu'on peut se libérer de cette tutelle du sujet historique du savoir et devenir nous-mêmes des sujets de savoir? Et quand il s'agit de savoir, il faut se poser certaines questions. C'est de quel savoir on parle? Qui peut produire du savoir en gestion? Quelles sont les limites de ce savoir? Quel savoir est considéré légitime? Quelles sont les instances qui légitiment ce savoir? Pourquoi questionner la production du savoir? Toutes ces questions-là, c'est des questions très importantes et qui doivent être vraiment abordées dans les business schools. Là, j'avais écrit ça pour vous donner une idée de ce que c'était que les business schools. Il y a plus de 10 000 business schools dans le monde. Il y a plus de 250 000 étudiants qui ont obtenu un MBA dans le monde.
Et la business school, c'est vraiment le premier producteur de l'idéologie néolibérale. Et historiquement, les business schools font partie du bras armé épistémologique du système capitaliste. Ça, c'est absolument pas discutable. Et incluant en Afrique et en Asie et en Amérique latine, évidemment, et ailleurs dans le monde. Mais heureusement, il y a des chercheurs de plus en plus dans les business schools qui résistent, donc qui font partie de ce qu'on appelle cette approche critique, qui englobe d'ailleurs beaucoup, c'est une espèce de chapeau qui englobe beaucoup d'approches différentes. Mais elles existent, donc je vous donne quelques exemples. Là, par exemple, une remise en question du taylorisme et du racisme de Taylor et du racisme des théories de Taylor. La question de la whiteness, de la blancheur ou la blanchité, je ne sais pas au choix, et comment elle structure, en fait, cette question-là, structure les savoirs dans les business schools. Il y a cette question, cet article est un des premiers d'ailleurs à noter, hein, cet article de Bill Cook, c'est l'un des premiers à avoir posé cette question la question de l'esclavage dans les études managériales. Qu'en est-il? Quel rôle ça a joué? Alors, et puis nous avons aussi Hela Yousfi, une autre amie et collègue tunisienne qui a remis, qui d'ailleurs, je crois, a fait un séminaire avec vous, avec l'AFA, si je ne me trompe pas. Absolument, absolument. Oui, le dernier. C'est ça. Oui, le Alors, dernier, oui, absolument. Hela aussi travaille à décoloniser. Elle est aussi dans cette perspective critique et elle travaille à décoloniser tous ces savoirs d'un point de vue, du point de vue de arabe et du Maghreb notamment. Et donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font et beaucoup d'articles qui s'écrivent, mais malheureusement, ça reste encore très minoritaire. Et, pardon. Et c'est quelque chose, en tout cas, qui, pour ma part, est une sorte d'objectif que je me donne, c'est-à-dire de faire connaître plus ces approches-là, d'en faire voir l'intérêt pour tous les chercheurs, d'ailleurs, dans tous les domaines, que ce soit la finance, la comptabilité ou le marketing, et leur pertinence, en fait, pour la production de toutes sortes de théories. Donc, qu'est-ce que c'est que la décolonisation des savoirs? Moi, je m'inspire beaucoup d'un article qui a été publié en 2020 de Casey et collègues qui ne sont pas dans des business schools, mais qui parlent de 4 dimensions à cette décolonisation, qui sont des dimensions structurelles, épistémiques, personnelles et relationnelles. Et en fait, qu'est-ce que c'est que cette décolonisation? C'est un verbe, en fait, décoloniser. C'est une pratique politique, c'est un verbe qui veut dire, qui en fait entraîne des pratiques politiques et normatives et éthiques de résistance et de undoing intentionnel. J'aime beaucoup le mot undoing et j'ai du mal à le traduire en français. C'est une façon de faire qui est intentionnellement oppositionnelle, en fait, de désapprentissage. Et c'est ce que moi, en tout cas, j'ai tenté de faire. Et j'ai écrit d'ailleurs un essai à ce sujet en 2024 dans Management Learning, dans lequel, en fait, j'ai essayé de montrer que dans les business schools, il y a un désir de maîtrise épistémique, ce qui veut dire tout simplement un désir de contrôler, de dominer, de posséder le savoir, mais qui provient d'un désir plus large de la colonialité, en fait, et on va dire du capitalisme, de contrôler, de dominer, de posséder la terre, les personnes, les savoirs, et même soi-même. Je vous rappelle quand même la citation très fameuse de René Descartes lui-même, qui disait « Nous devons être maîtres et possesseurs de la nature ». Et cette citation n'est pas anodine, c'est une citation qui a absolument déterminé la logique coloniale occidentale.
Donc, décoloniser les savoirs veut dire repenser cette idée de maîtrise du savoir et dépasser les formes traditionnelles de domination et de contrôle de la connaissance. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en opposition au maître promulgateur du savoir, c'est-à-dire au sujet occidental. Nous sommes nous-mêmes des promulgateurs du savoir en Afrique. Nous devons nous opposer à cette source unique, à ce maître unique, à ce maître promulgateur unique du savoir qu'on nous a appris à respecter, à idolâtrer parfois. Donc le refus de la maîtrise, pour moi en tout cas c'est l'argument que je développais dans cet article, c'est d'être en opposition au maître promulgateur du savoir et c'est considérer qu'on peut produire notre propre savoir en management sur l'Afrique, par l'Afrique, en Afrique, se débarrasser de la déférence épistémique envers le savoir dominant et de refuser de se plier au système qui décide de ce qui doit être su. C'est ça le cœur du sujet, c'est qu'il y a un système en place envers lequel nous avons très peu de marge de manœuvre. En fait, nous n'avons aucun moyen de le modifier. Enfin, si, on peut le modifier par la marge, mais nous devons le subir et ce système décide de ce que nous devons savoir dans les business schools africaines. Comme étant moi-même un produit d'une business school africaine, je suis passée par les étapes par lesquelles nous sommes, beaucoup d'entre nous en tout cas ici sont probablement passés, qui est d'apprendre le PODC, le taylorisme, la logistique, la production, le marketing, la finance, etc., sans jamais l'ancrer dans une réalité, enfin tunisienne dans mon cas, ou l'ancrer dans un discours qui pourrait remettre en cause les théories qu'on a choisies pour nous, en fait, qu'il fallait que nous sachions. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. Pour l'instant, j'ai pris 10 minutes de plus que prévu, mais ça, c'est la première partie. Donc, j'espère que j'ai clarifié que mon propos a été suffisamment clair. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Okay. Et je m'excuse de ne pas avoir pu faire la traduction en anglais parce que ça fait beaucoup. Oui. Mais je peux répondre en anglais à toutes les questions. Il n'y a pas de problème. Okay. Donc, je vais... Et là, ce que je propose, Connor, là, on va peut-être faire une pause. Et au retour de la pause, on va peut-être prendre les questions et ensuite tu feras la deuxième partie. So for the Anglophone, what we're going to do, so Shahrazad is kind of, apologize for not having the time to speak in English as she was, proceeding with the presentation.